Et bienvenue pour notre nouveau vendredi lecture. Cette semaine, je vous présente un livre qui m'a beaucoup marqué, un livre que j'ai mis du temps à lire, mais finalement je ne le regrette pas du tout. Je voudrais parler de Deborah Harkness, le livre perdu des sortilèges. Le voilà, il est juste ici. Bon, il y a les reflets dessus, mais c'est pas très grave, on s'en fout. C'est un livre. J'ai découvert la série d'abord et après j'ai lu les livres, mais j'avoue que les livres sont meilleurs que la série. Mais on reviendra là-dessus juste après. Donc, Deborah Harkness, qui est née le 5 avril 1965, elle est universitaire et romancière à la fois. Elle est notamment professeure à l'université de Caroline du Sud. Pardon. Elle enseigne l'histoire européenne et l'histoire des sciences. Elle a notamment aussi un doctorat. Qu'elle a eu en 1994 quand même. Donc c'est quand même quelqu'un qui est d'abord, je dirais, universitaire avant d'être romancière. Pourtant, elle a fait des œuvres de très très bonne qualité parce que je crois que j'ai lu tout ce qu'elle a écrit. Donc voilà. Donc le livre perdu des sortilèges pardon, c'est le premier d'une série de 3 livres. Même s'il y en a un quatrième, mais qui est dans le même univers, mais qui ne suit pas les mêmes personnages. J'en parlerai juste après. Donc, les 4 livres ont été édités par Orbit. Voilà. Et le premier livre fait quand même 840 pages. Moi, je l'ai eu en version poche. Je sais pas s'il existe en... Comment on appelle ça, hardcover, donc en brochet, en fait, donc en grande version. Je crois pas du tout, hein, parce que j'ai jamais vu. Il y en a peut-être. Faudrait que je fasse une recherche. Enfin bref. 840 pages, quand même. C'est énorme. Mais je pense que ça vaut le 840 pages. Voilà. C'est pas comme dans Midnight Sun précédemment où j'avais dit qu'il y avait vraiment c'était mou, c'était long en fait. J'avais l'impression qu'elle faisait ça pour rajouter plus de pages. Genre elle était payée à la page. Enfin bref, c'est pas très grave. Ici 840 pages de qualité d'écriture, de très très bonne qualité. Vraiment c'est... Je sais pas comment dire ça. Pour moi, c'est de très bonne qualité. Voilà. Enfin, après, ce sera à vous de le lire si vous avez envie de le découvrir. Mais moi, j'ai adoré. Donc, on suit l'histoire de Diana Bishop, qui a renoncé depuis longtemps à un héritage familial compliqué pour privilégier ses recherches universitaires. Donc, elle a fait, on voit un peu le lien avec l'auteur, hein, notamment la vie universitaire, le nombre de diplômes que le personnage a, et qui elle-même, en fait, fait des études sur les sciences de la... Merde, comment ça s'appelle les sciences non, l'histoire des sciences, pardon, pas l'inverse. Donc, Diana, qui est anglaise, non, qui est américaine, qui fait son travail à l'université d'Oxford, elle, euh, elle renie un peu, en fait, son héritage de sorcière, tout simplement, parce qu'il lui arrivait quelque chose, je ne dis pas
On n'a pas l'ail qui fait peur, les vampires peuvent marcher au soleil. Vraiment, on s'éloigne complètement des clichés qu'on rencontre. Ouais, c'est vraiment... C'est une autre façon de voir de la créature. En plus, surtout que les créatures sont au centre de l'histoire, mais on a du coup autre chose qui se développe autour. C'est pas le centre de l'histoire, c'est les créatures sans trop l'être en fait, parce qu'il y a énormément de choses qui se développent autour des personnages. Donc l'histoire, du coup, pour moi, c'est dans le premier tome surtout. Je parle vraiment du premier tome et pas du 2, du 3, même si je suis obligée d'aborder un petit peu. L'histoire du premier, c'est vraiment un amour interdit par des lois qui ont été écrites par les créatures il y a des siècles. Donc en fait, ce qu'on a, c'est une congrégation qui c'est un peu comme le gouvernement des créatures. On a en fait un pacte qui a été fait entre chaque créature, entre guillemets, entre les représentants de chaque créature pour dire, voilà, les sorcières, les vampires et les démons ne peuvent pas, se fréquenter. Donc en fait, ça les sépare chacun dans leur coin. Et c'est ce qui fait que quand Diana rencontre Matthew et qu'il tombe amoureux, en fait, ils sont en train d'enfreindre les lois qui ont été instaurées il y a des siècles. Voilà. Donc ça se base sur ça, l'histoire se base sur ça et sur ce manuscrit qu'elle a sorti de la Bodleian sans vraiment comprendre ce qu'elle a fait. Donc c'est une histoire d'amour, mais c'est pas cliché quoi. C'est pas plein de romances mignons. Il y a quand même toute une question de politique en fait, de règles, de créatures, d'histoire de créatures. Enfin bref, c'est très intéressant. C'est une histoire qui prend son temps et qui s'étale sur 3 tomes. Et je pense qu'on a énormément de détails et de descriptions qui sont faites. L'auteur ne va pas trop vite. J'ai l'impression qu'elle prend vraiment son temps pour décrire les choses, expliquer en fait surtout l'alchimie, tout ça, l'histoire des sciences, notamment parce qu'elle est spécialiste là-dedans. Et surtout aussi parce que Diana l'est aussi en fait. Donc on plonge en fait dans l'histoire des sciences parfois et c'est plutôt intéressant quand même. L'histoire d'amour, qui est à la base de l'histoire, tout simplement. On rencontre en fait 2 personnages qui sont vraiment opposés l'un à l'autre. On a un vampire qui est millénaire et une sorcière qui s'ignore complètement. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, Diana ne veut pas utiliser sa magie à cause d'un traumatisme. Donc on a vraiment 2 personnages à l'opposé. T'en as un qui est très vieux, qui connaît sa race, son genre, tout ça très bien, et elle qui est complètement perdue dans sa vie. Mais on est loin des clichés, en fait. Voilà, tout simplement, on est loin des clichés, notamment dans leur histoire d'amour. J'ai comparé ça à Twilight. On peut voir des ressemblances parce que c'est un vampire, c'est une sorcière, même si théoriquement Bella c'est une humaine. Mais quand elle s'appelle Diana, vit comme une humaine. Comme elle renie un peu sa face sorcière. Donc on peut voir des ressemblances, notamment parce que c'est 2 adultes qui tombent amoureux très rapidement. Vraiment, ça se joue sur quelques semaines, en fait. Vraiment, au bout de, je sais pas, de 100 pages, ils se déclarent l'un à l'autre et c'est fait, quoi. Mais bon. C'est pas la même chose que dans Twilight parce qu'il s'agit d'adultes qui ont conscience, en fait, de ce qu'ils font. Et malgré qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est vraiment que c'était un peu trop rapide à mon goût. Mais on a quand même dans le livre... notamment dans la série, c'est fait très rapidement. Dans le livre, on a un peu plus de temps pour développer la chose. Enfin, je pense que malgré le fait que j'aime pas que ça a été si rapide, on peut supposer, notamment parce qu'il y a certaines conversations dans le livre qui parlent d'une histoire que Diana écoutait, enfin que sa mère lui disait le soir avant de l'endormir, et ça parlait d'un prince des ténèbres, tout ça. Et apparemment, ça suppose que la rencontre avec Matthew n'était pas anodine, que du coup en fait c'était un peu le destin qu'ils se retrouvent. Donc du coup ça pourrait expliquer la rapidité de leurs sentiments l'un pour l'autre, tout ça. Bon. Ça peut très bien s'expliquer, il n'y a pas de souci, hein, mais j'aime pas que ce soit trop rapide. J'aime bien les histoires qui prennent leur temps. Bref. Cependant, même si c'est rapide, c'est pas une histoire d'adolescent. Vraiment, on a vraiment fait face à 2 adultes qui n'ont pas le droit d'être ensemble, mais qui vont se battre, mais vraiment se battre. Et pour faire marcher leur relation malgré leurs différences, notamment de race, en fait,
d'appartenance et leur personnalité qui sont vraiment à l'opposé du coup. Et vraiment les voir en fait traverser les difficultés, ça ajoute une certaine réalité, une profondeur à leur relation. C'est... comment dire ça? C'est crédible en fait. C'est crédible. C'est pas tout beau, tout rose. Voilà. Donc, on peut parler des personnages aussi. Notamment Diana et Matthew, qui sont un peu les personnages principaux. Diana, pour moi, c'est une femme de caractère, qui est indépendante et forte. Pour moi, c'est un personnage très intéressant parce qu'elle a poursuivi une carrière dans l'histoire des sciences alchimiques. Elle a un doctorat. Elle est très bonne et très connue dans son secteur. Donc, c'est rare d'avoir un personnage féminin qui soit universitaire à ce niveau, en fait. On n'en parle pas souvent des femmes qui font de longues études comme ça, qui sont spécialistes dans un domaine. Donc ça change, déjà. Moi, j'aime beaucoup. Notamment aussi par sa force de caractère, parce qu'elle est déterminée à garder la magie dans un coin de sa tête et ne jamais l'utiliser. Faut quand même une force de caractère... Oui, c'est pas des Bella, quoi. C'est pas des filles un peu fragiles, un peu perdues. Non, Diana sait ce qu'elle veut et elle fait tout pour avoir, je sais pas, pour être la meilleure dans son domaine, quoi. Vraiment, on a quelque chose de bien, vraiment. Du coup, à travers le premier tome, on découvre une Diana qui est un peu perdue parce qu'en fait, face à sa magie, face à l'Ashmole 782 qui a révélé quelque chose, je ne dis pas quoi, elle se retrouve en fait face à sa magie qui jaillit d'elle en fait, qui sort de son corps, qui se montre, qui se manifeste et qu'elle ne contrôle pas du tout en fait. Donc elle qui a, pendant 15 ans, qui a repoussé toute magie en elle fait face à ses pouvoirs qu'elle ne connaît pas et elle n'a pas franchement le choix en fait, tout simplement. Vraiment, je sais pas. Déjà, sa magie face à sa peur de sa magie, on la voit grandir parce qu'elle subit quelques étapes pour comprendre ce qu'elle vit, sa magie, ce que c'est, comprendre qui elle est, en fait, parce que sa magie, c'est elle-même, en fait, théoriquement, c'est elle-même, c'est dans son sens, dans son ADN. Donc, elle doit apprendre à se connaître un peu, mais elle a quand même une partie de sa personnalité qui est déjà présente en soi, notamment quand elle fait preuve de détermination par rapport à sa relation avec Matthew. Elle est vraiment... Comment dire ça? Je dirais que... Je crois qu'à un moment, elle dit dans le livre qu'à la minute ou à la seconde où elle a vu Matthew, elle en est presque tombée amoureuse et que vraiment, il n'y a rien qui l'arrêtera pour sa relation. Et c'est très beau, en fait. C'est très beau d'avoir une fille qui fera tout pour se battre. C'est pas comme Bella qui, dans le tome 2, par exemple, oh mon Dieu, Edouard m'a quitté, je tombe en dépression. Là, on a une Diana qui n'a pas peur de s'éloigner de Matthew, qui comprend que lui-même a des responsabilités et qui pendant ce temps-là, s'occupe d'elle-même, en fait, et elle grandit, tout simplement, elle devient meilleure, elle devient une sorcière, quoi. Du côté de Matthew ressemble un peu à Edouard, forcément. C'est un beau vampire ténébreux, fort, mais... Il est aussi intimidant parfois. Notamment, déjà, il est bien plus vieux que Diana. Il a 1500 ans. C'est intimidant quand même parce qu'il a traversé les siècles comme ça. Mais surtout aussi, notamment parce qu'il est bien plus dangereux qu'elle. Même si elle, c'est une bombe à retardement parce qu'elle connaît pas ses pouvoirs et qu'ils sont en train de sortir d'elle en mode n'importe quoi, ça reste un vampire. On fait bien comprendre dans le premier tome que un vampire, c'est un être dangereux qui tue des animaux ou des gens pour se nourrir, quoi. Donc on a toute une tentative de la part de sa famille à Mathieu de faire peur à Diana, en fait, et de lui faire comprendre que elle peut pas être avec un vampire. Théoriquement, c'est interdit et qu'en plus, c'est un être dangereux qui pourrait la tuer. Mais elle est déterminée à se dire que Mathieu lui fera jamais de mal, et elle a raison. Enfin bon. Mathieu, c'est aussi quelqu'un qui a un caractère bien particulier parce qu'en fait, sans vraiment trop le dire, parce que je ne vais pas spoiler encore une fois, il a, on va dire, des problèmes génétiques qui le poussent à avoir des changements d'humeur un peu brutaux parfois. Il peut être à la fois très protecteur ou hyper protecteur, ou à la fois très, très froid, ou à la fois très en colère. Donc, voilà quoi, c'est un peu compliqué parfois, mais... On sait qu'il l'aime et qu'il fera tout pour elle, quoi. Clairement, c'est un peu le stéréotype du vampire fort et séduisant, quand même. Mais tout à fait aimant et proche de son partenaire, quoi.
Mais c'est aussi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé à propos de ce personnage, et c'est ce qu'on découvre au fur et à mesure des livres, c'est qu'il a quand même un passé très énigmatique, parce que bah forcément, il a vécu 1500 ans quand même. C'est pas comme Diana qui a 30 ans et qui, voilà, qui a pas vécu grand-chose à part ses études. Ça reste un vampire qui a un passé qu'on ignore, et on en apprend qu'à partir, je dirais, du second tome. Même si on en apprend quand même dans le premier, mais c'est des informations éparses. Voilà, on n'en a pas tout d'un coup. Vraiment, c'est un personnage qui est très intéressant à découvrir, savoir notamment tout ce qu'il a vécu, hein, avec sa famille, avec ses frères et sœurs, tout ça, et la famille qu'il a lui-même construit en transformant d'autres vampires. Enfin bref, on en apprend beaucoup sur son personnage, et ça donne envie d'en savoir plus. Voilà. Donc du coup, en fait, on découvre en fait des dizaines de personnages, parce que à part Jenna et Matthew, je vais pas survoler tous les personnages parce qu'on a beaucoup. On a du coup, du côté de Jenna, on a sa famille, donc c'est ses deux tantes avec qui elle vit. Du côté de Matthew, on a sa mère qui l'a transformé en vampire. On a ses enfants, du coup, les personnes qui l'a transformé. On a aussi du côté comment ça s'appelle. On a aussi ceux de la congrégation, du coup, la congrégation qui c'est 3 personnes par créature, donc 3 démons, 3 vampires, 3 sorcières. Ou 3 sorciers, bien sûr. Donc il y a beaucoup, beaucoup de personnages, mais il y a vraiment une diversité incroyable. On retrouve autant de personnages noirs que blancs, enfin, même si c'est pas toujours précisé dans le livre, ça je me base surtout dans le film du coup. On a autant de femmes que d'hommes, et je dirais que la balance du pouvoir est assez équilibrée. Il n'y a pas que les hommes qui détiennent le pouvoir, et les femmes sont aussi fortes en fait en soi, hein. Donc je dirais qu'on a autant de femmes bonnes ou méchantes que les hommes en fait. Donc c'est très intéressant d'avoir cette dynamique où les femmes sont aussi puissantes que les hommes et inversement. Voilà. Et la dernière chose qui m'a énormément marqué, c'est la partie historique en fait. Comme je l'ai dit, comment elle s'appelle, Harkness est spécialiste en sciences, en histoire des sciences et notamment aussi de la médecine. Elle apporte une touche scientifique et historique très importante à l'histoire. Je dirais un peu dans le tome 1, notamment en abordant en fait des dizaines de livres que Jenna rencontre en fait dans les bibliothèques de Matthew. Donc elle aborde tout un tas de connaissances historiques sur l'alchimie, sur la science, sur l'histoire des sciences, tout ça, qui est très intéressant, qui peut être un peu long parfois parce que forcément, là, je suis dans un passage, ça m'a saoulé, j'étais en mode, j'en ai marre. C'est un passage où c'est un peu mou, en fait, dans le sens où Matthew est parti, Jenna est toute seule avec la famille de Matthew, et elle découvre en fait sa bibliothèque, et du coup, elle parcourt tous les livres qu'elle rencontre. Elle se dit, putain, il a tel livre, c'est un livre qui date du 7e siècle, du 10e siècle, il a rencontré tous les scientifiques, tous les grandes têtes de ces siècles-là. Ça peut être intéressant, mais c'est assez long quand même. Donc, la partie historique est très bonne et de très très bonne qualité, parce que du coup on a affaire en fait à une œuvre qui est historiquement très proche de la vérité, qui est très crédible en fait. On n'a pas, ce ne sont pas des connaissances qui n'ont pas été vérifiées ou qui sont pas bonnes en fait, hein, voilà. Donc vraiment Harkness fait un travail autant de roman que d'histoire qui est très intéressant, qui est de très bonne qualité. Donc elle fait vraiment d'une pierre deux coups, et je dirais que on a la partie historique plus historique dans le tome 2, en fait, parce qu'on aborde notamment le règne d'Élisabeth Ier, et c'est très intéressant, vraiment très intéressant. Donc, j'ai vraiment réfléchi sur les choses qui m'avaient pas plu dans le livre. Il y en a pas beaucoup. Vraiment, j'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pas aimé ? Donc, je dirais le plus gros... Enfin, la chose qui m'a beaucoup dérangée, c'est les descriptions qui peuvent être très longues. Donc là, vraiment, j'étais à un passage où elle est dans la bibliothèque, elle découvre tous les livres. Donc ça dure 5 ou 6 pages, j'ai envie de dire, c'est pas très utile. Des pages et des pages de description de livres scientifiques, bibliques, alchimiques, c'est long. Mais en même temps, ça... Je veux dire, Diana est toute seule quand elle fait ça, et ça renforce en fait sa personnalité, son caractère, son appartenance aux sciences en fait. Donc c'est intéressant, mais en même temps c'est très long. Il y a peut-être 2, 3, 6 passages qui m'ont moins plu, mais ça c'est personnel, dans le sens où Matthew est un vampire. Un vampire qui est à la tête de sa famille, parce qu'il y a une hiérarchie chez les vampires. Il a la tête de sa famille, et... on va dire qu'il se montre un peu supérieur, en fait. Comme il est à la tête, il a tendance à vouloir faire respecter ses choix ou ses règles un peu trop
des fois c'est forcé en fait. Et ça m'a pas trop plu parce que du coup Diana est parfois obligée de se taire et d'obéir. Voilà quoi, il y a juste quelques moments comme ça où t'as envie de dire mais tu peux pas lui parler comme ça, tu peux pas faire ça, enfin bref. C'est normal, pour moi c'est normal et de toute façon ça arrive rarement et de toute façon Matthew sait que Diana est très indépendante et que si elle a une idée en tête, eh ben elle ira jusqu'au bout. Donc voilà, il y a très peu de choses qui m'ont pas plu dans le livre. Peut-être, je sais pas, juste le fait qu'il y a des passages qui sont un peu longs, mais ça, je dirais que c'est dans toutes les œuvres. Quasiment, quasiment. Il y a des œuvres qui sont très longues, qui prennent le temps, et ça peut être un peu frustrant de ne pas avancer rapidement dans l'histoire. Ça, après, je dirais que c'est personnel, que ça dépend des gens. Il y en a, ça gênera pas. Il y en a qui auront envie de passer les pages. Moi, je sais que les descriptions à rallonge, ça me plaît pas trop. Donc je tendance à vouloir lire en travers et passer à autre chose. Mais il faut pas le faire. Me faites pas comme moi parce que des fois, il y a des informations qui sont données et qu'on saute un peu et du coup, qu'on oublie. Donc voilà. C'est un peu les choses que j'ai beaucoup aimées. Donc vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses aimées et très peu de pas aimées. Encore une fois, c'est purement personnel. Vous, dans votre lecture, vous rencontrerez d'autres choses qui vous plairont et qui ne vous plairont pas. Donc ça dépend du lecteur. Vraiment, ça dépend. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la série. Et la série, comme je l'ai dit, j'ai commencé par la série avant de découvrir les livres. Et j'ai vu notamment la première saison. Est-ce que j'ai lu... Non, en fait, j'ai lu le tome 1 et 2 après leur sortie, après la saison 1 et 2, enfin après la saison 1 et 2. Et du coup, j'ai lu le troisième tome avant d'avoir vu la saison 3. Donc j'avais déjà vu la saison 1 et 2 avant de lire le livre 1 et 2. Et donc du coup, j'ai pu comparer un peu. Et la saison 3, j'avais déjà lu le livre. Donc les livres sont meilleurs que la série. Clairement, il y a beaucoup plus d'informations qui sont données. Le livre prend plus le temps. Cependant, la série, c'est quand même un condensé. Et en fait, ça reprend, notamment la saison 1, ça reprend les grandes étapes, les grands événements, les grandes actions, tout ça du livre. Et ça enlève les passages un peu mous. Donc, les passages du genre, comme celui que je suis en train de traverser, où elle est dans la bibliothèque, où elle découvre tous les livres, et elle fait un speech de 10 minutes sur ça. Donc ça, il n'y a pas dans la série. Ça prend un peu des raccourcis. Et je dirais qu'il y a potentiellement aussi des choses qui n'apparaissent pas dans la série ou dans le livre. En fait, il y a eu quelques changements qui ont été faits, je ne dis pas quoi, parce que ça concerne certains sujets importants. Mais la série est quand même de très bonne qualité. On a, en tant que Diana, on a Teresa Palmer. Teresa Palmer qui est australienne. Elle est magnifique, c'est une actrice magnifique avec des beaux cheveux blonds et des yeux bleus, mais elle est magnifique. Hein. Je vous mets pas la photo, mais qu'est-ce qu'elle a fait d'autre Attendez, je vais regarder. Donc en série télévisée, elle a fait que Discovery of Witches, mais elle a fait pas mal de films. Qu'est-ce qui est très connu Moi, j'avais vu... je sais plus comment il s'appelle, ce film-là. Un choix. Donc voilà, ça s'appelait Un choix. C'est une bonne actrice. Une très bonne actrice, vraiment. Elle a fait Point Break, elle a fait Triple Neuf. Elle a fait Dans le Noir, elle a fait Tu ne tueras point. Son dernier film date de 2019. Donc, en vrai, c'est une très bonne actrice. On a Matthew Good en tant que Matthew, du coup. Je sais pas ce qu'il a fait, par contre. Quoique, je l'ai vu il y a pas longtemps, je crois. Et il a joué dans Downton Abbey aussi. Il a fait Donne-moi ta main. Attendez, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait plus de cinéma que de séries. Mais il a fait en série, il a fait The Good Wife, il a fait Downton Abbey, il a fait The Crown aussi. Ah oui, effectivement. Mais oui, c'est là que je l'avais vu. Il a fait Discovery of Witches, il a fait Témoin indésirable et en film, il a joué dans Imitation Game. Il a fait... Ah, il y a un film Downton Abbey. Ah bah, il a joué dedans. Il a fait aussi The Kingsman, Première Mission. Et il va jouer dans le Downton Abbey 2, Une nouvelle ère aussi. Donc, c'est un acteur qui est très bon. Vraiment très, très, très bon. Je crois que je suis tombée amoureuse de l'histoire, notamment parce que les deux acteurs sont tellement bons ensemble. Incroyable. Ils ont une alchimie. Quand ils se regardent et tout, enfin, c'est incroyable. J'ai rarement vu une alchimie aussi forte ou une aussi bonne alchimie entre deux acteurs.
Et j'avoue que ça m'a donné envie de continuer, de découvrir leur histoire. Et on a d'autres acteurs qui sont très bons aussi, qui sont connus. On a du coup Louise Brealey qui jouait Gillian, donc une autre sorcière. Louise a joué aussi dans Sherlock. Elle a joué une scientifique dans Sherlock. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Alex Kingston aussi, pardon, qui joue du coup la tante de Diana. Alex Kingston qui a joué dans Doctor Who. Qui jouait... comment elle s'appelle? River Song. Voilà. Les autres, c'est des acteurs plus ou moins connus. Si vous voulez aller les chercher, vous pouvez. Mais moi, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Donc on a beaucoup de personnages. On a une série de très bonne qualité, très bien filmée, de très bons acteurs. Un scénario qui tient le coup, même si je pense que 8 épisodes pour la première saison, c'est pas assez. Enfin, ils ont réussi à tenir une histoire sur 8 épisodes, mais je pense qu'ils auraient pu en faire d'autres plus pour prendre un peu plus le temps de développer notamment le personnage de Diana. Mais bon, c'est pas gênant en fait, ça marche comme ça a été fait. La deuxième saison fait 10 épisodes. Et je pense que c'est le plus gros des 3. Quoique, je suis pas sûre. Attendez, je vais regarder. Alors, le tome 2, c'est 930 pages à peu près. Je me demande c'est lequel le plus gros. Non, c'est le tome 3 le plus gros, d'accord. Parce que je me suis dit pourquoi ils ont fait plus d'épisodes pour la saison 2. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à découvrir dans la saison 2. À travers le livre 2 du coup. Notamment, je peux pas me dire trop, hein, maman. Parce qu'il y a une grande différence entre la timeline, donc le temps, le siècle, entre la saison 1 et 2. Du coup, il y a pas mal de changements qui sont faits, notamment dans l'ambiance, dans l'univers. Et je pense qu'il y avait énormément de choses à survoler parce que du coup, on mêle à la fois Diana qui apprend à découvrir ses pouvoirs, qui apprend à les utiliser, mais on mêle aussi du coup un peu l'histoire avec Elisabeth Ier et Matthew qui retourne quelque part où il était avant. Et du coup, enfin bref, on découvre pas mal de choses sur lui aussi. Donc que la saison 2 soit plus grosse, c'est peut-être un choix, notamment par rapport au contenu du livre 2, qui soit peut-être plus difficile à condenser. Et la saison 3, qui est sortie du coup en janvier, elle fait 7 épisodes seulement. Je me demande pourquoi ils en ont fait que 7, parce que 8 et 10, et là, dans ce cours, on a la dernière avec 7. Est-ce que c'est le Covid qui a fait qu'ils se sont dit, on n'a pas autant de temps qu'avant, c'est trop compliqué, du coup, on va raccourcir un peu pour que le tournage soit plus rapide. Enfin, je ne sais pas. Je ne savais pas que la saison 3 était la dernière quand j'ai commencé. Je ne savais même pas que la saison 3 était déjà sortie. Enfin bref, la saison 3, elle couvre le 3e livre. Donc, j'en dis pas plus non plus là-dessus. Hein. Je pense que la meilleure adaptation, c'est la saison 1 et 2. La saison 3, je pense qu'ils ont retiré trop de choses. Étant donné que c'est la dernière saison que j'ai vue, donc je m'en souviens encore plus ou moins bien, il y a quand même beaucoup de choses dans la saison 3 qui ont été modifiées dans le livre, dans la saison. Il y a beaucoup de choses du livre 3 qui ont été enlevées dans la série ou qui ont été modifiées. Même à la fin de la saison 2. Le cliffhanger, c'est pas le même que dans le livre. Et il y a des choix qui ont été faits, je pense, pour ajouter peut-être un peu de drama. Ou ajouter quelque chose, du moins. On va dire qu'il y a certains choix, je suis pas tout à fait d'accord avec eux. Mais ça n'empêche pas que la série, en tant que série, si on met de côté les livres, elle est de très bonne qualité. Les acteurs sont bons, le scénario se tient. Les personnages sont intéressants, l'histoire en elle est très très bien et très bien faite. Donc voilà, je vous conseille la série. Je vous conseille de regarder la série d'abord et de lire le livre après. Parce que si vous faites ça avant, si vous lisez les livres avant, je pense que vous n'arriverez pas à profiter de la série comme il faut en fait. Il faut l'accepter comme une série et pas un livre à la base. Donc lisez les livres après. Comme ça, vous serez d'autant plus heureux de savoir qu'en fait, il y a plus à l'histoire que ce qu'on vous a montré. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu d'aborder ce livre pour ceux qui ne connaissaient pas. Moi, j'ai découvert un peu aléatoirement avec la série et je me suis dit, mais c'est incroyable. Pourtant, aux États-Unis, ça s'est très bien vendu. En France,
c'est pas très connu en France, j'en ai jamais entendu parler. Donc c'est tout un honneur pour moi, vraiment un honneur pour moi de vous présenter certains livres qu'on ne pouvait pas, qu'on n'entend pas parler en France, en fait, tout simplement. Pourtant, c'est un très bon livre, mais voilà. C'est mon travail de vous présenter des œuvres aussi qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui sont différentes de ce qu'on lit d'habitude. Même si là, on a quand même beaucoup de fantastique hein, ou d'un monde qu'on connaît parce que c'est un monde contemporain. Mais bref, il y a tout un travail qui a été fait. Vraiment, c'est quelque chose, c'est une très bonne saga. Il y a un 4e livre aussi qui a été écrit et un 5e qui va bientôt sortir, je pense, cette année. Il n'y a pas encore eu de date. Mais alors, on a le premier livre, c'est celui-là. On a le deuxième qui ressemble à ça. Le nœud de la sorcière, le 3e qui est là, l'école de la nuit, et le 4e, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui en fait ne fait pas partie de l'histoire principale, c'est celui-là. La force du temps. Donc en fait, c'est dans le même univers, sauf qu'on aborde un autre personnage qui s'appelle Phoebe. Je crois qu'elle s'appelle Phoebe. Attends, c'est bien celui-là, le deuxième, ouais. Elle, en fait... comment dire ça sans spoiler, elle est en lien avec la recherche historique qui a été faite dans les tomes. On la rencontre en fait dans la saga, hein, mais on aborde son histoire plus tard dans le 4e livre. Et elle est en relation avec en fait, les vampires, les démons, les sorcières, sauf que c'est une humaine en fait. Et on apprend un peu... comment dire ça, elle a fait un choix dans le premier tome qu'on a lu, qui va la mener à changer sa vie. Et on aborde justement ce changement. Ce changement arrive dans le 4e tome qui s'appelle La force du temps. Donc on y aborde en fait le choix qu'elle a fait et sa transformation, en fait, son évolution. Et on fait aussi un peu d'histoire, notamment parce qu'on aborde en fait l'histoire de son compagnon. Donc on retourne aux États-Unis durant le XVIIIe siècle, durant les guerres. Donc c'est très intéressant d'aborder ça, d'en savoir un peu plus en fait sur les autres personnages. Même si c'est pas, son personnage n'est pas transcendant, il n'a rien de bien particulier. Mais en fait, comme elle est liée à d'autres personnages dans son livre, vraiment on en apprend un peu plus sur l'histoire des autres en fait. Et vraiment moi ça me plaît. C'était parfois un peu long. Notamment toute la phase description historique, tout ça sur les guerres. Moi, j'attends de voir en fait le prochain. Comment il s'appelle déjà? J'ai vu le nom, mais j'ai pas retenu. Attendez, je vais regarder ça. Qui va s'appeler... Tiens, sur la page française, on l'a pas, mais sur la page anglaise, on l'a, qui va s'appeler The Serpent's Mirror. Ok. Ok. Ok, The Serpent's Mirror, donc le miroir du serpent. Je pense que la traduction en français ne sera pas la même, bien sûr, ça sera autre chose. On verra bien. Donc, il est censé sortir cette année. À l'occasion, je vous en parlerai si vous voulez, ou pas, c'est pas obligé. Enfin, je sais pas du tout de quoi ça va parler. Est-ce que ce sera dans l'univers des 3 premiers tomes? Est-ce que ce sera... je pense que ce sera toujours un... Attendez. Oh, ça va être intéressant. Alors, apparemment, ce sera centré sur Mathieu Clermont et sa carrière en tant que double agent, notamment quand il travaillait pour Élisabeth Ier. Parce que dans le tome 2, on apprend que Mathieu était en fait double agent qui travaillait à la fois pour la reine et pour autre personne, je sais plus qui exactement, enfin bref. Du coup, on va en apprendre plus sur son histoire. Donc si ça raconte ça... je pense que ça peut être intéressant d'en apprendre plus sur son histoire à Mathieu. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Personnellement, j'adore l'univers de ces livres. Donc, plus elle va en sortir, plus je serai heureuse. Et je vous conseille vraiment d'essayer au moins de lire le premier tome. Si vous aimez pas, c'est pas grave. Si vous adorez, foncez, quoi. Tout simplement, passez un bon moment. Comme moi, j'ai eu un bon moment à voir la série et les livres. Enfin, à lire les livres et voir la série, du coup. Je vous le conseille. Voilà, tout simplement. Voilà. Bref. Je sais pas encore sur quoi je vais travailler la semaine prochaine.
Peut-être, j'aurai pas le temps de lire quelque chose de très gros. Après, je peux peut-être travailler sur un album jeunesse. Je sais que j'en ai acheté plusieurs cette année déjà, parce que j'ai fait plusieurs comment ça s'appelle, salons du livre dans ma région. Donc j'en ai acheté quelques-uns, il y en a certains qui sont très beaux. Donc potentiellement, je ferais peut-être un album jeunesse, étant donné que c'est mon secteur. Ça sera moins intéressant parce qu'il y aura moins d'histoires, mais ce sera plus une question de parler du coup, peut-être du travail qui est fait, sur l'illustration, et peut-être aussi d'essayer d'analyser un petit peu le contenu littéraire pour voir un peu, comment dire ça, pour comprendre un peu l'intérêt du sujet qui est abordé. Voilà, par rapport à l'enfant qui va le lire, pourquoi parler de ce sujet, comment ça a été fait, enfin bref, je verrai bien comment j'aborderai ça. Mais j'ai déjà 2-3 idées en tête. Sinon, si je fais pas ça, j'ai potentiellement un livre un peu scientifique, des Dirty Biology, euh, je l'ai posté sur Insta quand je l'ai acheté, je l'ai toujours pas lu. Mais ça peut être sympa de voir un peu ce qu'il aborde comme thème, comme petite histoire, parce que c'est pas un roman, c'est vraiment une suite de petites anecdotes en fait scientifiques. Donc moi qui suis pas trop science, c'est de la vulgarisation. Donc on verra bien un peu si je me lance dans l'album ou si je fais sur ça. Ok. Tu m'as dit, Joanne, que tu as quelques romans jeunesse en tête. Dis-moi, t'as des noms là, vite fait, voir si je les ai pas déjà lus. Sinon, tu peux me les envoyer en privé ou sur Discord, comme tu veux. Je suis ouverte à tous les livres jeunesse. Ah, c'est pas connu du tout? D'accord. Ah, bah ça marche alors. C'est intéressant. Je suis toujours ouverte à des nouveautés. Parce que je regrette toujours cette façon de... Comment dire? Cette façon de faire de la pub pour certains livres et moins pour d'autres. Euh, les maisons d'édition penseront toujours à la vente de leurs livres. Jamais ils lanceront un livre si ça va pas marcher. Notamment, j'avais certains professeurs du roman master m'ont dit, c'est en gros les maisons d'édition maintenant ce qu'elles font c'est qu'elles demandent des textes et c'est pas l'inverse en fait. Il y a très peu de livres où c'est des essais qui ont été envoyés aux maisons d'édition et qui ont été choisis. Généralement, on va vers l'auteur, on lui dit voilà, on veut tel texte et tout. Donc c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui mériteraient d'être étudiés ou au moins, enfin d'être au moins étudiés et peut-être même publiés, mais simplement ça correspond pas toujours aux critères de vente en fait des livres. Donc moi, je sais que j'ai pas mal de gens qui travaillent autour de moi. J'ai une amie qui s'est auto-éditée, en fait, pendant longtemps et qui, après, qui a réussi à trouver des maisons d'édition pour publier son travail. Mais en vrai, s'auto-éditer, c'est une bonne façon de montrer son travail sans dépendre d'une maison d'édition. Voilà. Donc, je pense que c'est dommage qu'il y ait beaucoup de livres qui soient pas mis en valeur, juste parce que c'est pas toujours ce qu'ils ont le plus, quoi. Donc voilà. Bah écoute, dis-moi, tiens-moi au courant, Joanne, pour ton livre. Je suis tout oui, je noterai les noms. Édouard Sacdo. Déjà, le nom, il est drôle. Je vais aller voir ça tout de suite. Non, je vais mettre fin plutôt. Je vais mettre fin à notre épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain. Comme je vous dis, je ne sais pas encore sur quoi je vais travailler. Je vous tiens au courant. Allez, je vous laisse. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao.